Oubliez tout ce qu'on a raconté sur le tarot. On fait un reset complet. Aujourd'hui, on part sur une approche qui va vous ouvrir les yeux sur un monde invisible, pourtant juste là, sous vos yeux. Alors que vous soyez un expert des cartes du tarot ou juste curieux du sujet, vous êtes exactement au bon endroit. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que toute la réflexion que je vais vous partager aujourd'hui est tirée de mon livre « Le tarot miroir des symboles ». Le lien est directement dans la description. Alors mettons les choses au clair tout de suite. Ici, on ne parle pas de prédiction. Ma méthode, c'est l'hermétisme. L'hermétisme, c'est en quelque sorte l'art d'utiliser les symboles pour créer un pont entre le visible et l'invisible, la matière et l'esprit. Le psychiatre Carl Gustav Jung expliquait que les symboles touchent à nos archétypes, qui sont des concepts universels partagés par toute l'humanité. Et le tarot d'Oswald Wirth, sur lequel je m'appuie pour cette présentation, est la cartographie parfaite de ces archétypes. Avec ses 78 cartes, 56 mineurs, 22 majeurs, il déroule un véritable scénario initiatique. Bonjour, nous sommes sur la chaîne Le Tarot Miroir des Symboles, et dans cette vidéo, on décrypte le battleur sous un angle totalement inédit, celui du déroulement d'un scénario initiatique. Alors, notre battleur, qui est-il? Commençons par regarder ce qu'il a devant lui. Un denier, une épée, une coupe et un bâton dans la main. Ces quatre objets, ce sont les fondations des 56 arcanes mineurs. Alors pour que ce soit très clair, c'est l'ancêtre direct de notre jeu de cartes classique que l'on connaît. Le carreau, le pique, le cœur et le trèfle. Vous connaissez. L'astuce, c'est de comprendre que ces objets représentent les quatre éléments de la nature. L'eau, l'air, le feu, la terre. Et surtout, c'est littéralement votre tableau de bord psychologique. Le battleur a sous la main les quatre grandes intelligences qui composent un être humain. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Première dimension, la coupe. C'est l'eau, le cœur. C'est votre pôle émotionnel. La coupe représente votre capacité à recevoir, à aimer, à faire preuve d'empathie. C'est l'intuition, la sensibilité, l'écoute de cette fameuse petite voix intérieure. Sans la coupe, l'homme est une machine froide et c'est elle qui nous relie aux autres. Seconde dimension, l'épée. C'est l'air et le pique. Là, on met les émotions sur pause. L'épée, c'est le pôle intellectuel et la pensée logique. Alors là, c'est un scalpel. C'est l'outil de votre cerveau qui vous permet d'analyser une situation avec une froideur chirurgicale, de planifier, de faire preuve d'esprit critique et de trancher quand il faut prendre une décision difficile. L'épée sépare le vrai du faux. Troisième dimension, le bâton, c'est le feu, le trèfle. C'est la voie de la nature. Ici, on touche au pôle instinctif et créatif, la volonté pure. Vous savez, cette flamme intérieure, cette étincelle brutale de motivation qui vous pousse à démarrer un projet fou à 2 h du matin. Ça, c'est le bâton. C'est aussi l'audace, la passion, l'énergie vitale qui met les choses en mouvement, même quand c'est pas logique. Une quatrième dimension, c'est le denier, la terre, le carreau. Donc c'est le pôle matériel et pragmatique. Avoir de la passion et des idées, c'est génial. Mais le denier, c'est l'intelligence qui permet de concrétiser. C'est en quelque sorte votre capacité à ancrer les choses dans la réalité, pour gérer le temps, l'économie, l'organisation. C'est la brique qui permet de construire le mur et de faire durer votre projet sur un long terme. Donc on comprend qu'il faut maîtriser ces quatre aspects, ces quatre principes. Et maintenant, regardez à nouveau le battleur. Il a ses quatre facultés posées là, juste devant lui. Et c'est ici que l'on touche à l'une des lois fondamentales de l'hermétisme, celle que l'on retrouve dans le fameux livre du Kybalion. Le principe qui nous dit que le point de départ contient déjà en potentiel la totalité du point d'arrivée. Pensez à une graine. Elle n'est pas juste là, une petite coquille vide, elle contient déjà en elle
de manière invisible, par exemple le chêne majestueux tout entier qu'elle va devenir. Eh bien le battleur, c'est cette graine. En réunissant ces 4 éléments, le message de la carte est d'une clarté absolue maintenant, vous le comprenez. Le battleur possède déjà l'inventaire psychologique et matériel complet pour accomplir la totalité de son voyage. Et maintenant, continuons à décrypter la carte du battleur. C'est l'héritier direct des Bastels du Moyen-Âge, ces illusionnistes de place publique. Regardez-le bien. Il est debout, assuré, le regard droit. Il dégage une énergie que je qualifierais de printanière. C'est le moment précis où l'instinct se transforme en intention. Mais si on observe bien la table qui se trouve devant lui, elle n'a que 3 pieds. En alchimie, c'est le trio souffle, ciel, mercure. Chez les bâtisseurs, c'est sagesse, force et beauté. Problème, une table à 3 pieds, c'est extrêmement instable. C'est donc le battleur lui-même qui devient le 4e pied indispensable pour ancrer son action dans la matière. C'est lui-même qui stabilise le plan de travail. Maintenant, regardons son chapeau. Il trace la forme d'une lemniscate. C'est le fameux symbole de l'infini, expliquant que son potentiel n'a aucune limite. Mais venons aux secrets les mieux gardés. Oswald Wirth a révélé, ou plutôt mis en évidence, un niveau de lecture augmenté dans son tarot. En bas, à droite de la carte de chaque arcane majeur, une lettre de l'alphabet hébraïque est indiquée. On comprend ainsi que les 22 arcanes majeurs correspondent aux 22 lettres de cet alphabet sacré. C'est d'une logique implacable. Chaque lettre est un archétype, une force vivante, tout comme chaque carte l'est. Le battleur porte le numéro 1. Il est donc logiquement associé à la première lettre, Aleph. Aleph, c'est le bœuf, la force primordiale, le point de départ, tout comme le battleur qui est un point de départ. Et le dessin d'Oswald Wirth va encore plus loin. Regardez comment le battleur se tient. Il a un bras levé qui capte l'énergie céleste invisible et l'autre bras qui pointe vers le denier pour y injecter cette énergie prise dans le ciel, dans la matière terrestre. Son corps dessine très exactement le tracé calligraphique de la lettre Aleph. Il incarne ainsi la lettre physiquement, tout comme dans son sens symbolique. Et ce sera ainsi pour toutes les cartes. Alors, pour être franc, ça sera de manière plus ou moins concordante. Mais là, pour le battleur, c'est flagrant, ça fonctionne. Mais retenez ceci. Ce débutant, cet apprenti qui joue avec les 4 éléments, nous montre une règle implacable que je rappelle encore une fois, parce que c'est vraiment un élément essentiel. Tout commencement contient déjà en puissance la totalité du chemin. L'étincelle de départ porte l'accomplissement final. Tout son parcours ne sera que des révélations. Ces 22 cartes sont donc en quelque sorte un alphabet en images. Et avec ça, on peut construire un texte, une structure. Alors, mettons de côté le fou ou le mat dans le tarot de Marseille, qui n'a pas de numéro. Il nous reste 21 cartes qu'on peut diviser en 3 blocs de 7. Ça s'appelle des septénaires. Le premier de 1 à 7, c'est l'esprit. Le second, 8 à 14, c'est l'âme. Et le troisième de 15 à 21, c'est le corps. Et le battleur ouvre donc le cycle de l'esprit, de la conscience qui s'éveille. Étant biographe, je me suis longtemps plongé dans la mécanique des récits, et notamment dans les travaux du folkloriste russe Vladimir Prop. En 1928, dans son livre La morphologie du conte, Prop a démontré que toutes nos histoires partagent la même structure et les mêmes archétypes avec des personnages récurrents, adoptant des rôles bien définis et une progression de l'histoire constante. Du départ de la quête à la confrontation aux épreuves, le climax, la confrontation finale et la révélation, puis le retour de la quête en héros. Et si le tarot raconte une quête spirituelle, un voyage initiatique, on doit bien forcément y retrouver ses rôles.
Et c'est la question que je me suis posée et qui est vraiment le fondement de ma réflexion. Eh bien, cette progression, ces personnages, on les retrouve exactement dans la progression des cartes du tarot. Propp a identifié 7 grands rôles. Le héros, le mandateur, le donateur, l'auxiliaire magique, l'agresseur, le faux héros et la princesse ou le trésor. Et pour le battleur, pas de doute, c'est le héros par excellence sous sa première forme. Il démarre l'aventure avec tous les outils en main, les 4 éléments, et il dit « Je suis prêt pour partir sur ma quête ». Mais attention, ce chemin initiatique qui se déroule à travers les cartes du tarot, il ne faut pas le concevoir de manière linéaire. Il faut imaginer la suite des cartes en cycle, comme une roue. D'ailleurs, dans le mot tarot, on retrouve l'anagramme rota, la roue. Si on écrase cette roue, on obtient une échelle montante et descendante où chaque carte a son pendant, son équivalence en miroir. Je vous laisse visualiser. Et la carte ou l'opposé du battleur, c'est le fou. Le fou, c'est l'inconscience, libre, le potentiel pur, mais sans direction. Alors que le battleur, c'est exactement l'inverse, c'est la conscience agissante qui avance vers un but. Le choix remplace le hasard. L'être qui sait, qui agit, fait face à celui qui n'est qu'une possibilité. Pourtant, un vrai problème se pose. Notre héros a l'élan, Aleph, et les 4 éléments. Mais il manque cruellement d'expérience. S'il fonce avec fougue, sans méthode ni intériorité, il va partir dans le mur et l'aventure s'arrêtera là. C'est pour ça qu'il ne peut pas rester figé. Il va devoir se mettre en mouvement pour rencontrer un donateur, quelqu'un qui va lui transmettre un savoir caché. L'adage le dit bien, pour parcourir 1000 km, il faut commencer par faire un pas. Et ce premier pas, c'est le battleur qui l'accomplit. Alors pour vraiment bien comprendre le tarot, pensez-le donc de façon fractale, un peu comme des poupées russes. À grande échelle, les 22 arcanes représentent le macrocosme, notre vie entière, de la naissance à la mort. C'est la poupée russe extérieure. J'aime dire qu'une vie dans son ensemble est la représentation d'une quête spirituelle vers quelque chose de plus grand que nous, de la naissance à la mort physique. Mais cette même roue, ce même scénario, se répète à des échelles plus petites, plus courtes, dans un microcosme. Il s'applique lorsque vous posez les fondations d'une vie familiale durable, lorsque vous engagez toutes vos ressources dans un projet professionnel, ou encore lorsque vous choisissez, une voie sportive ou artistique exigeante. À chaque fois, c'est la même dynamique initiatique qui s'active, où le battleur incarne donc ce démarrage conscient de ces cycles. Alors, je vous le répète, le tarot d'Oswald Wirth contient une richesse bien plus grande que le simple moyen de prédire l'avenir. C'est un miroir, selon moi, redoutablement précis et qui vous donne les clés pour comprendre votre présent et le chemin qui vous reste à parcourir. Alors quand on comprend ça, on est plus à même de prendre des décisions pour son avenir. C'est dans ce sens-là qu'il pourrait être divinatoire. Alors maintenant, il est temps de vous quitter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de la série. Alors vous l'aurez compris, ce que je vous propose, c'est de suivre le parcours de ce battleur héros sur son chemin initiatique. Sur le chemin, je vous donnerai pas à pas les clés de compréhension que l'on doit posséder pour ouvrir les yeux sur le monde symbolique qui nous entoure. Dans le prochain épisode, notre héros va faire son premier pas donc, et son énergie ardente va heurter de plein fouet l'immobilité stricte du silence et de l'introspection face à l'arcane numéro 2, la papesse. Je vous dis à très bientôt.